Bienvenue dans le podcast de Resop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi tu penses créer ta boîte ? Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours Réussir sa création. Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer. Bienvenue dans le podcast de Resop, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle du financement des projets de création ou de reprise d'entreprise. C'est l'atelier 3 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Christelle Clarisse, chargée de financement chez Initiative Genevois. Bonjour Anne-Christelle. Bonjour. Maître Maria Ongaro, avocate spécialisée en droit des affaires. Bonjour maître. Bonjour. Et Roger Talagrand, chargé de financement chez France Active Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Roger. Bonjour Thierry. Alors en deux mots, Anne-Christelle, tout d'abord, qu'est-ce que Initiative Genevois ? Donc Initiative Genevois, d'abord, c'est une association qui fait partie du réseau Initiative, donc un réseau national. On est une association d'accompagnement à la création d'entreprises. On vient donc accompagner les porteurs de projets dans leurs projets de création ou reprise d'entreprise, notamment via un prêt d'honneur et ensuite qui est accompagné par un accompagnement suivi des 3 ans de remboursement du prêt. Tout projet d'entreprise ou de reprise, tout type de projet. Tout type de projet est accompagnable par le réseau Initiative. On a quelques critères d'éligibilité. Le principal sera l'obtention d'un prêt bancaire. Alors Roger, justement, en deux mots, qu'est-ce que France Active Savoie-Mont-Blanc quand on parle de prêt bancaire justement ? Alors France Active est une association nationale qui a pour objectif d'accompagner les créateurs d'entreprises à la réussite de leurs projets dans un premier temps, puisque c'est ce qui nous tient à cœur, mais également à les accompagner à l'obtention d'un prêt bancaire via le mécanisme de garantie, également de prêt d'honneur sous certaines conditions également. On verra tout ça en détail. Maria, où exerces-tu ? Alors, je suis avocate au barreau des Thonon-les-Bains. Je suis installée dans la Vallée Verte. Je m'occupe d'entreprises. Donc, je suis spécialisée en droit des affaires et fiscalité. Alors, le financement d'un projet, c'est un peu la rampe de lancement. On décroche les financements nécessaires ou pas pour démarrer dans de bonnes conditions. Et vous, ce que vous regardez, ce que vous étudiez, c'est le business plan qu'a rédigé le porteur de projet avec une attention toute particulière au plan de financement établi. Est-ce que l'adéquation porteur-projet est démontrée ? Est-ce que le modèle économique est crédible ? Est-ce que l'apport personnel est à la hauteur du projet ? Est-ce que le plan de financement est diversifié, optimisé et suffisant pour assurer un démarrage ? Quelles sont les cautions et les garanties qui sont demandées aux futurs dirigeants ? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles à vous poser parce que chez Resop, chaque partenaire expert dont vous faites partie est un membre à part entière de la communauté. Alors, Roger, par exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton métier quand tu as démarré ? Eh bien, je vais faire une petite digression et parler plutôt d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'ai créé ma première entreprise en 2014. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais été accompagné par quelque association que ce soit. Alors non que je ne le voulais, mais plutôt que je n'en avais pas connaissance. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, et pour intervenir par exemple chez Resop, à la création d'entreprise, je dois bien avouer que j'aurais aimé être accompagné, j'aurais aimé bénéficier justement de ces parcours à la création d'entreprise, notamment sur des problématiques juridiques ou sur des problématiques de communication. Maria, depuis combien de temps es-tu partenaire de Resop ? Alors, j'interviens au sein des ateliers depuis les débuts de l'aventure, donc depuis 2017, et je collabore avec la Maison de l'Écho depuis 2011. Comment as-tu vécu l'évolution au cours de toutes ces années de Resop ? Eh ben, c'est vrai que nous avons au fur et à mesure adapté nos ateliers aux besoins des porteurs de projets. Au début, on avait une démarche qui était très scolaire, on voulait leur donner beaucoup d'informations et par la suite, on s'est rendu compte que l'objectif, c'était de mieux comprendre leurs besoins et leur faire développer leurs réflexes par rapport à certaines notions juridiques complexes. Donc, notre objectif est de
qu'ils maîtrisent certaines notions, donc la structure juridique, leur taxation, mais qu'ils aient les bons réflexes quand ils vont se trouver devant un contrat de travail, un contrat de bail, ou quand ils vont faire un achat plus important, et qu'ils sachent qu'il faut se faire accompagner et qu'il y a certaines démarches qui doivent absolument être faites à ces moments-là. Vous êtes peut-être moins généraliste qu'au début, mais plus précis au cas par cas. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est l'interaction au sein des ateliers. On présente à chaque fois les projets. Donc, chaque porteur présente son projet. On veut savoir quelle est l'activité dans laquelle il va se lancer, en sorte qu'on sait quelle sera la structure qui va mieux s'adapter à son projet. Il est clair que si on veut créer un restaurant ou si on veut racheter une société, on ne va pas lui proposer de rester en micro-entreprise ou d'avoir une structure limitée. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de mieux connaître quels sont leurs projets, ce qui est très intéressant, et ça permet aussi déjà de donner un conseil et de les envoyer vers une certaine direction. C'est un conseil personnalisé. Alors Anne-Christelle, pourquoi as-tu choisi ce métier personnellement ? Eh bien moi, c'est vraiment le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui me fascine et je suis vraiment fière et enthousiaste à chaque fois de rencontrer les personnes qui veulent concrétiser un projet, un rêve, vraiment un projet de vie. Et je suis vraiment tout le temps ravie de pouvoir mettre à profit mes compétences et de pouvoir les aider à monter leurs projets et concrétiser vraiment leurs rêves. Parce que souvent, c'est le rêve d'une vie ou en tout cas une grande étape dans leur projet professionnel. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce métier précisément ? Alors déjà, j'aime beaucoup le premier rendez-vous, puisque c'est le moment où on rencontre la personne, où elle arrive avec son projet, son parcours professionnel, elle explique où est-ce qu'elle en est et on voit assez rapidement comment on peut l'accompagner et si on va pouvoir l'aider rapidement à concrétiser son projet. On voit aussi à ce moment-là si elle a besoin d'un accompagnement plus en amont et c'est là où souvent on la renvoie, nous, Initiative, on la renvoie justement faire des ateliers style Raise Up qui vont l'aider à construire plus concrètement son business plan. Alors on est dans l'épisode 3 qui est consacré au volet financement. Qu'est-ce qu'un bon plan de financement, Anne-Christelle ? Le plan de financement, c'est la base. C'est la base de la partie financière du business plan. Tout porteur de projet doit réaliser ce plan de financement quand il veut réaliser son projet de création d'entreprise. Concrètement, c'est pas compliqué. Un plan de financement, c'est un tableau à 2 colonnes. Première colonne, c'est la partie besoins. Les besoins, ce sont tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir démarrer mon projet. Donc j'ai besoin, si je veux racheter un fonds de commerce, d'acheter ce fonds de commerce. Si je veux ouvrir un restaurant, je vais avoir besoin par exemple d'un local. Je vais donc devoir payer la caution du local. Si j'ai besoin de machines, je vais avoir besoin de m'équiper. Je vais aussi, tout simplement, si j'ai besoin que de mon cerveau, j'ai quand même besoin aujourd'hui d'un ordinateur, d'une table pour poser cet ordinateur. Voilà, c'est l'idée vraiment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est vraiment de lister tout ce dont on a besoin pour pouvoir démarrer sereinement. Ça aussi, c'est son salaire éventuellement. Exactement. C'est effectivement, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir démarrer sereinement. Donc, il faut pouvoir anticiper ce dont j'ai besoin pour vivre. Donc, mes premiers salaires sur le premier, deuxième, voire troisième mois d'activité. Alors ça, c'est la colonne besoin. Et maintenant, l'autre colonne ? C'est la colonne ressources. Donc la colonne ressources, ça va consister à mettre en face de mes besoins, comment je vais financer tous ces besoins. Donc d'abord, on va regarder ce qu'on a, ce qu'on peut mettre, nous, personnellement, en tant que chef d'entreprise, à ma société. Est-ce que je vais partir aussi avec des associés ? Donc combien mes associés vont pouvoir mettre ? Donc ça, ce sont les apports personnels. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur ces apports personnels, on va pouvoir aller chercher des financements autres. Et donc là, on a il y a plusieurs types de financement. Dont les banques. Le premier auquel tout le monde pense, ce sont les banques, effectivement. Alors Roger, est-ce qu'il y a un montant d'apport minimum, par exemple, pour demander un financement à la banque ? Eh bien, pour répondre de manière très vague, finalement, oui, il y a un montant minimum. Maintenant, ce minimum va dépendre du projet, va dépendre du ou de la chef d'entreprise et va dépendre de tout un tas d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on entend souvent des règles un petit peu absurdes, parfois il faut 30% d'apport, 20% d'apport, etc. Alors ces règles, si elles sont
entre guillemets, je mets des très gros guillemets, vrai la plupart du temps, sachez que les financeurs, les partenaires financiers au sens large, étudient un projet dans sa globalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne qui a très peu de moyens à affecter à la création de son entreprise, c'est une personne qui pourrait être accompagnée et pourquoi pas solliciter justement des méthodes de financement autres que la banque pour justement compléter ses besoins. Est-ce que les banques sont plus réticentes aujourd'hui ? Plus réticente, oui et non. Je dirais que tout dépend toujours du projet. C'est évident qu'aujourd'hui, les banques font, pour certaines en tout cas, peut-être plus attention au secteur qu'elles financent. Je pense notamment au BTP, à la restauration, qui sont des secteurs en souffrance. Alors non que ces secteurs aillent mal, mais plutôt que c'est des secteurs qui ont du mal à recruter justement du personnel et à créer de la valeur derrière. Mais les banques sont des commerçants en fait, ce sont des marchands d'argent, donc c'est un petit peu différent de l'entrepreneur traditionnel, je dirais. Néanmoins, c'est des entreprises qui gagnent leur vie justement en finançant l'activité économique. Alors c'est en partie pour gagner leur vie, mais c'est aussi une mission qui leur est confiée. Donc en fait, ce sont juste des partenaires financiers qui font attention à ce qu'elles font parce que c'est pas le Far West. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de financement que la banque, Anne-Christelle ? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres partenaires possibles qui peuvent vous accompagner à créer votre entreprise, donc des partenaires financiers. Il y a plusieurs associations qui sont là en France. Il y a l'ADI, il y a le Réseau Initiative, il y a France Active. Ce sont des partenaires qui viennent en complément ou pas de prêts bancaires et qui vont vous accompagner dans le financement de votre projet. Il y a aussi un certain nombre d'aides qui existent en fonction de là où vous êtes. Donc il y a les comités de communes qui peuvent donner des subventions. Il y a la région aussi qui peut donner des subventions, potentiellement le département qui peut donner des subventions. Il y a vraiment beaucoup d'aides qui existent et là, il faut vraiment chercher en fait. Il faut chercher partout, il faut en parler beaucoup. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont vous accompagner et des subventions qui vont pouvoir aussi vous aider à réaliser votre projet. Est-ce qu'il y a des subventions ou des aides par rapport à une certaine activité ? Oui, bien sûr. Selon les activités, on peut avoir des subventions particulières. Donc là encore, il faut se rapprocher de tout organisme qui peut nous aider. Donc les associations, les chambres consulaires, donc CMA, CCI, la région, le site du département. Allez voir sa mairie aussi, parce que potentiellement la mairie peut débloquer une subvention pour la création d'une entreprise sur son territoire. Voilà, tout. Il faut être curieux en fait. Il faut vraiment aller se taper la porte partout. Et en parler autour de soi. Oui. Alors au vu des taux qui montent, Roger, est-ce que c'est toujours utile d'emprunter ? Est-ce qu'il n'y a pas la peur de ne pas pouvoir rembourser avec la hausse des taux ? Alors c'est une question que beaucoup de porteurs de projets se posent. Effectivement, est-ce qu'il faut emprunter au vu des taux qui remontent ? Alors pour répondre très simplement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que vont donner les taux à l'avenir, est-ce qu'ils vont continuer de grimper ou de baisser ? Peu importe, je dirais que le plus important, c'est surtout le projet, c'est surtout la rentabilité espérée du projet. Faut savoir que quand on emprunte de l'argent, alors aujourd'hui peut-être à 3, 4, 5%, et qu'on a en face un taux d'inflation à peut-être 4, 5 ou 6%, finalement l'argent ne coûte pas si cher d'un point de vue économique. Alors après c'est un très gros raccourci que je fais évidemment, mais ce qu'il faut surtout en retenir de ce raccourci, c'est que c'est surtout la rentabilité de l'activité qu'il faut regarder plutôt que le coût pour obtenir cette rentabilité. Toutes choses étant égales par ailleurs, il faut bien évidemment regarder son plan de financement et puis son business plan pour être sûr de ne pas se tromper. Il ne faut pas aller trop vite, Anne-Christelle. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, de bien monter son dossier pour ne pas passer à côté de certaines aides. Effectivement, alors il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui existent, mais elles existent vraiment au moment de la création. Donc c'est important de faire le travail, de rechercher les aides, les accompagnements au moment de la création. Et c'est là où encore les ateliers de Réseaup sont intéressants, parce que c'est un mois pendant lequel on va construire son business plan, donc c'est vraiment un moment de réflexion. Et ce temps de réflexion, de recherche, il est vraiment primordial pour la création d'entreprise. Il faut vraiment chercher, mûrir son projet et aller chercher les informations au bon moment. Parce que chaque cas est différent. Si on est par exemple demandeur d'emploi aussi, peut-être que les aides ne sont pas forcément les mêmes. Alors, demandeur d'emploi, effectivement.
Là aussi, en France, on a un système qui est vraiment très aidant, c'est-à-dire que quand on est demandeur d'emploi, on bénéficie d'aide lorsqu'on veut créer son entreprise. Donc, c'est important aussi d'aller chercher, d'aller voir Pôle emploi au moment de ce projet. Alors, quelles sont les garanties demandées aux dirigeants, Maria? C'est peut-être plus le côté juridique, là. Oui, alors déjà, pour rappeler, quand on parle des garanties, on parle de la couverture des solutions de remboursement que la banque, au cas d'espèce, va demander si l'entreprise ne peut plus rembourser les sommes qui ont été avancées. Donc, cette solution alternative de remboursement est souvent les chefs d'entreprise lui-même, donc les dirigeants. Les banques vont demander au chef d'entreprise de se substituer à son entreprise. C'est typiquement le cas de la caution. C'est une garantie qui concerne la personne et c'est la garantie qui est la plus demandée puisque quand on crée une société, notamment, il y a une dualité des personnes. Donc, la société rembourse l'emprunt et s'il y a défaillance de l'entreprise, il y a un mécanisme des liquidations judiciaires qui mettra en difficulté les partenaires, notamment la banque, pour obtenir les remboursements. Et donc, il y a substitution du chef d'entreprise. On a aussi des garanties qui concernent les objets, ou on peut dire notamment les biens du chef d'entreprise ou les biens de l'entreprise. Il s'agit par exemple, on prend une garantie sur les fonds de commerce ou on prend une hypothèque sur les biens immobiliers de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt des garanties réelles, des sûretés réelles. Et c'est vrai qu'en réalité, la caution personnelle qui est sollicitée par les banques est vraiment la première garantie qui est souvent mise en avant, même s'il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent de l'écarter, puisque c'est la garantie qui crée le plus de risques pour celui qui s'élance. C'est ce qu'on appelle la prise de risque. Est-ce que la prise est différente suivant le statut que l'on a dans la société, la forme juridique de l'entreprise ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que quand on est une entreprise individuelle, il y a une unicité entre les patrimoines du chef d'entreprise et les patrimoines de l'activité, même si aujourd'hui, depuis 2022, la loi nous impose d'affecter un patrimoine, un compte bancaire à l'entreprise. Et ce sera ces patrimoines et ces biens-là qui vont être appréhendés en cas de défaillance de l'entreprise. Mais cette unicité fait que le chef d'entreprise, il garantit avec tout son patrimoine, il y a une unicité, c'est lui qui représente l'entreprise. Et c'est pour cela aussi qu'il y a un mécanisme de protection tel que l'insaisissabilité de la maison principale. Alors que quand on est en société, il y a cette dualité, il y a une protection majeure puisque c'est la société qui est engagée à l'égard des partenaires, des clients et des banques qui ont avancé les sommes. Comme dit la publicité de la banque, tout crédit doit être remboursé. Et alors justement, Roger, comment vous, chez France Active Savoie Mont-Blanc, vous gérez ces garanties et ces prises de risques ? Alors nous, l'objectif de notre association, c'est véritablement d'accompagner les porteurs de projets à l'obtention du prêt bancaire. Alors après, on a plein d'autres missions, notamment l'entrepreneuriat engagé et puis pourquoi pas aussi le microcrédit, etc. Comment est-ce que nous, on accompagne le porteur de projet justement dans cette phase de garantie puisqu'en fait, pour la faire courte, un banquier, donc c'est un commerçant d'argent, on l'a déjà dit, mais comme je l'ai déjà dit également, c'est pas le Far West, on finance pas tout et n'importe quoi. Les banquiers en ont bien conscience et donc pour financer un projet, un conseiller financier doit être capable de répondre à 4 questions. À qui je prête ? Donc ça c'est le porteur de projet, son expérience, etc. Qu'est-ce que je finance ? Là, l'objectif c'est de savoir effectivement qu'est-ce que le banquier va financer, puisque il y a une obligation de tracer les fonds, mais il y a aussi une obligation de bien connaître le projet de son client. Comment la personne va me rembourser ? Là, justement, c'est la viabilité économique du porteur de projet et de son projet en soi. Et la 4e, du coup, c'est qu'est-ce qui me le garantit ? Puisque un banquier, à la fin, doit être sûr de pouvoir récupérer sa mise de fonds. Comment est-ce que France Active intervient ? Justement, c'est surtout en dernière étape, c'est-à-dire qu'est-ce qui me le garantit ? Nous proposons des garanties financières à nos porteurs de projets qui vont intervenir pour rembourser le prêt en cas de défaut de paiement. Et ceci en ayant négocié au préalable l'impossibilité pour le financier, le banquier, de prendre la caution ou en tout cas de la limiter dans certains cas.
Ce qui est plutôt rassurant pour la banque et aussi pour le porteur de projet, dans la mesure où Maria l'évoquait tout à l'heure, plusieurs types de garanties existent pour permettre à un banquier de récupérer sa mise de fonds, notamment les sûretés réelles. Et nous, en fait, l'objectif, c'est de faire effet de levier justement sur ces sûretés réelles, par exemple, qui peuvent être un gage, un nantissement, en apposant notre signature derrière, ce qui permet finalement à la banque d'être sûre et certaine de récupérer sa mise de fonds. Vous rassurez le banquier. C'est ça, mais on rassure également le porteur de projet puisque au travers de nos garanties, la banque a l'impossibilité de prendre sa caution personnelle ou la limiter à 50% dans certains cas, mais à la marge. Alors, ce qui est peut-être important de rappeler au passage, c'est qu'il faut toujours communiquer, ne pas jouer la politique de l'autruche. Et quand il y a des problèmes, on ne met pas la tête dans le sable. On vient vous voir, on vient vous en parler. Ça aidera aussi pour les rapports avec la banque. Ah oui, tout à fait. Alors, aussi bien en phase de création qu'en phase de suivi, puisque nous, notre garantie, une fois qu'elle est apposée, c'est pour toute la durée du prêt. Et nous suivons nos porteurs de projet également une fois que nous avons apposé notre signature sur la garantie du prêt. Le plus important, c'est de garder une relation claire avec sa banque, mais aussi avec France Active, puisqu'on est aussi partenaire financier. L'idée, c'est de trouver des solutions en amont pour éviter justement d'aller dans le mur. On va terminer par une anecdote. Maria, peut-être, au cours de toutes ces années passées à Resop. Oui, alors c'est vrai qu'à Resop, comme j'ai indiqué, on veut développer les réflexes, les bons réflexes quand on va solliciter la banque et quand on gère une entreprise. Les premiers réflexes, la première chose qu'on explique, c'est de ne pas mélanger l'argent de la société, de l'entreprise avec son argent personnel. Et c'est vrai que j'ai eu les cas, notamment l'année passée, d'une personne qui voyait que le compte bancaire de l'entreprise, de la société, c'était une société, était bien fourni. Et du coup, il utilisait cet argent pour ses vacances, pour acheter des cadeaux à ses enfants, même pour envoyer de l'argent au pays. Et donc, il prétendait ne pas toucher de salaire. Et à la fin de l'année, quand il s'agit de faire les comptes avec l'expert comptable, nous avons pu constater qu'il y avait quand même des sommes assez importantes et on lui a indiqué qu'il fallait qu'on mette tout en place pour considérer que ces sommes-là étaient les salaires qu'il avait touchés et que de ces faits, il allait payer beaucoup d'impôts. Car l'alternative, c'était de considérer qu'il y avait un abus de biens sociaux, il y avait un risque pénal très, très important. Et là, les chefs d'entreprise, ils étaient vraiment déconfits. Ils n'avaient visiblement pas participé aux ateliers Resop. Oui, ça peut être très grave. Effectivement, les conséquences sont importantes. Oui, c'est vrai que la première chose, c'est bien gérer son entreprise. Si on gère bien son entreprise, elle est rentable et on va pouvoir rembourser les banquiers. Les comptes de l'entreprise sont les comptes de l'entreprise et pas personnels. Il ne faut pas tout mélanger. Exactement. Est-ce que Anne-Christelle, tu as une anecdote sur ton parcours ? Alors moi, j'ai pas vraiment d'anecdote à raconter, un cas particulier. En revanche, moi, je vis vraiment cette expérience chez Initiative Genevois comme un accompagnement fort et je suis ravie de pouvoir accompagner différents porteurs de projets et je vis un peu l'entrepreneuriat par substitution. Comme par exemple, là, j'accompagne un libraire en ce moment et c'est un métier vraiment que j'ai longtemps pensé exercer et je suis ravie de pouvoir l'accompagner avec ce que je sais faire. Est-ce que tu es contente quand tu vois des entreprises qui se développent, qui progressent ? Ah bah oui, ça c'est vraiment une satisfaction et c'est aussi ce que, comme disait Roger, l'intérêt de nos associations, c'est aussi le suivi. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, chez Initiative, le porteur de projet a obtenu son prêt d'honneur, en fait, on va l'accompagner, on va le suivre pendant les 3 ans où il va rembourser son prêt. Et ça, c'est vraiment, déjà, c'est un point super positif pour le porteur de projet parce qu'il est moins seul. C'est vraiment une problématique du chef d'entreprise, c'est que souvent, il est seul face à ses problèmes. Et là, l'idée de nos associations, c'est que le chef d'entreprise fait partie d'un réseau et donc est suivi. Et moi, personnellement, c'est aussi une satisfaction de voir comment les entreprises évoluent, comment elles grandissent, comment les gens doutent, comment les gens rebondissent. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans toute vie d'entreprise. Ah, c'est sûr. C'est vraiment les montagnes russes, je pense. Il y a beaucoup de hauts, il y a du bas aussi. Il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense qu'il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Il faut toujours se remettre en question et puis aller de l'avant. Mais ça vaut le coup de le faire. J'ai l'impression. Roger, une anecdote ? Alors oui, j'ai une anecdote qui date un petit peu, mais qui fait sens avec notre discussion d'aujourd'hui et avec Resop au sens large.
J'ai reçu dans ma vie passée de banquier un porteur de projet qui avait l'intention de faire un élevage d'ours polaires. Alors je n'ai rien contre cette activité, puisqu'on sait combien elle serait importante. Le souci, c'est que cette personne voulait faire ça à Albertville, qu'elle habitait un appartement, c'était un T2 ou un T3 de mémoire, et elle devait disposer d'une terrasse qui devait faire dans les 4 mètres carrés à tout casser. Donc effectivement, je n'avais pas connaissance du réseau RESOP à ce moment-là, de l'association. Mais si ça avait été le cas, je l'aurais volontiers orienté justement vers nos ateliers pour que cette personne puisse faire un plan d'affaires, puisse faire un business plan et pourquoi pas se rendre compte que c'était peut-être pas le lieu idéal. Eh bien, merci à tous les trois. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Pour rappel, Anne-Christelle Clarisse, tu es chargée de financement chez Initiative Genevois. Maria Ongaro, tu es avocate spécialisée en droit des affaires. Et Roger Talagrand, tu es chargé de financement chez France Active Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Vous faites partie des experts de RESOP qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. Merci pour vos précieux conseils. On ne se précipite pas, on s'informe sur les différents financements et aides qui existent, sur l'engagement que cela représente. On n'hésite pas à se faire accompagner par un expert comptable et un avocat pour présenter un business plan qui donne confiance et l'envie de vous suivre aux financeurs. Et enfin, on rappelle qu'il est plus facile d'être financé au démarrage que quelques mois plus tard. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant. Dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant du développement commercial. À très vite. Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinancent RESOP. Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur resop.org. REZUP.org.